Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous revoir pour une troisième et dernière conférence sur la bataille de Berlin. Merci de me suivre. Là, c'est un peu plus intéressant. Là, hein. Bon, voilà, on rentre dans Berlin. Berlin a fait ce qu'elle a pu. Hein. C'est défendu comme elle a pu. Le Reich, le Troisième Reich, était à l'article de la mort. Vous pouvez plus vivre. Vous pouvez plus exister. Troisième Reich, lui qui allait continuer pendant 1000 ans, selon Hitler, 1000 ans d'existence, il n'y avait plus d'existence. C'était pas possible. Donc Berlin est encerclé par deux groupes d'armées soviétiques, ceux de Zhukov, du premier front biélorusse, et de Koniev, premier front ukrainien, avec un appui, celui de Rokossovski, deuxième front biélorusse, que la récente prise de Königsberg, Kaliningrad, Königsberg, vient juste de libérer. Enfin, en lointaine réserve, citons le troisième front biélorusse du maréchal Tcherniakovski, qui a été tué au combat le 20 janvier 1945. Il est mort, mais sa formation s'appelle encore la formation Tcherniakovski. Au début de l'offensive, le Reich dispose de deux Heeresgruppen, c'est un groupe d'armées pour défendre Berlin et la garnison de Berlin. Le Heeresgruppe Vistule, commandé par le général l'Oberst Gotthard Henrici, le Heeresgruppe Mitte, du général Feldmarschall Ferdinand Czernin, avec la 17e armée et la première Panzerarmee. Mais ces unités ne jouent aucun rôle stratégique important. La garnison de Berlin, composée de la 56e Panzerkorps du général Helmut Weidling, les effectifs de cette garnison ne dépassent pas 85 000 hommes. La 12e armée du général Walter Wenck, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, la poche de Halbe, la 4e armée allemande qui voulait faire la jonction sur le front de l'Elbe avec le fameux général Walter Wenck, défend Berlin par l'ouest sur le front de l'Elbe, indépendamment de l'armée de la Vistule. À 80 km de la capitale, l'obscurité des grandes forêts est totale et le silence nocturne absolu. Donc vous vous rendez compte un petit peu, une immense forêt qui est engloutie dans le noir. Il n'y a pas un bruit. Même pas le bruit des oiseaux puisqu'ils dorment. Mais ils vont être réveillés, 4 heures du matin. D'un seul coup, 140 gigantesques projecteurs américains, anti-aériens, servis par les fameuses femmes soldats soviétiques, plus des milliers de phares, de tanks et de camions, se braquent sur les positions allemandes de l'autre côté des rives marécageuses de l'Oder. Vous vous rendez compte un petit peu les pauvres Allemands qui sont en train de dormir sur la rive occidentale de l'Oder, sont réveillés par tout ce tatamar et toute cette lumière abondante, surabondante, qui leur tombe dessus. Ça a dû être, il est 4 heures du matin, ce 16 avril. Quelque chose, ça. Le front entier entre en éruption et la terre se soulève. 20 000 canons, un tous les 4 mètres, se mettent à rugir. C'est Katyusha. 6 500 avions emplissent le ciel en plus. Les 768 000 hommes de Zhukov partent à l'attaque. Plus au sud, Koniev, imitant son rival, franchit la Ness avec plus d'un demi-million de soldats du premier front ukrainien. Les combats durent 6 jours et 6 nuits. 6 jours et 6 nuits sont battus. Dans la matinée du samedi 21 avril, les premiers obus de l'artillerie soviétique s'abattent sur la ville.
Le lendemain 22, les armées ukrainiennes de Koniev enfoncent les premières défenses extérieures de Berlin, ayant battu Zhukov et ses troupes du premier front de Biélorussie de 24 heures. Donc Koniev va plus vite que, bien qu'il a 40 km à faire de plus que Zhukov, il bat dans sa petite précipitation, il bat Zhukov et ses armées. Les armées de Zhukov, Koniev et Rokossovski sont souvent 5 contre 1 face aux 3 armées allemandes chargées de défendre Berlin. Koniev a contre lui la distance qui le sépare de Berlin, car Zhukov a 40 km de moins que son rival, je viens de vous le dire. Mais ce dernier échoue partiellement dans ses tentatives pour briser la résistance de 4 divisions de la Wehrmacht, défendant les forêts et les lacs environnants, les crêtes âprement contestées des hauteurs de Silov. Donc là, la bataille était rude, parce qu'il y avait 4 divisions allemandes qui ont empêché les Russes d'avancer. C'était terrible. Au cours des 2 premiers jours de l'offensive, les troupes du premier front de Biélorussie ne parviennent à avancer à grand peine que d'une dizaine de kilomètres, alors qu'au sud, Koniev a parcouru plus de 30 kilomètres sur les 120 qu'il a à franchir. Donc il a déjà fait 3, 6, 9, 12, un quart de la distance. Éventrant les défenses ennemies, les Ukrainiens atteignent la Spree, petite rivière, et la traversent. Résolument, Koniev fonce maintenant vers le sud, vers Potsdam et sur Berlin. L'ordre d'attaque, signé par Staline, porte le numéro 11074. 74. Donc 7 et 4, 11, plus 1, 12, plus 1, 13. Le 4. 4, c'est la matière. Donc le 4, c'est vraiment... avancer, tuer, trucider, et n'en venez pas en arrière. Car si vous échouez à Berlin, vous serez tous fusillés. Il prescrit que la capitale assiégée sera attribuée aux 2 armées, celle de Zhukov et de Koniev, quand même. Bon. D'ailleurs, ce dernier Koniev a remporté la première manche. La seconde va cependant appartenir à Zhukov. Ayant surmonté ces difficultés, avec les 4 divisions allemandes dans les forêts, celui-ci se rue sur les faubourgs de Berlin. Depuis le 19 avril, l'infanterie des chars du premier groupe de Biélorussie, enfonçant les lignes ennemies sur les 60 km, coupe les forces de la Wehrmacht, c'est-à-dire la 9e armée du général Theodor Busse, en 3. Celle qui était également dans la poche de Halbe. C'était le général Busse, avec la 9e armée qui est venue s'implanter avec eux dans la poche de Halbe. C'était la 4e armée allemande également avec eux, mais qui a été détruite, complètement détruite, n'a jamais été reconstituée. Pénétrant de la petite ville du faubourg de Francfort, non pas Francfort sur le Rhin, mais Francfort sur l'Oder, c'est un petit village. Zhukov lutte de vitesse avec son rival. C'est un petit village sur l'Oder. Ouais, ça s'appelle Francfort, mais c'est pas le grand Francfort que l'on connaît. Autre chose. Il atteint son objectif. Le samedi 21 avril à 11h30, moins de 6 jours après le déclenchement général de l'attaque de l'armée rouge, les premiers obus russes de la guerre s'écrasent sur Berlin. Quand, après 10 autres journées, la bataille ininterrompue, les avant-gardes de la 150e division soviétique entrevoient enfin, dans la poussière des explosions entrevoient dans la poussière des ruines et des explosions le dôme squelettique et les tours du Reichstag. Ils arrivent, ils sont là, et Berlin en flammes agonise. Il n'y a plus ni jour ni nuit, rien qu'un gigantesque et incommensurable bûcher, ah oui, tout brûle. C'est l'incendie de la Valhalla,
Ce sont les Vikings, ce sont les Nordiques, la Valhalla, Odin, le fameux dieu Odin. Odin. Ouais, je vous ferai peut-être un jour sur une conférence, mais plus tard, quand je me serai reposé un petit peu cet été. Plus tard, je ferai une conférence sur Odin, sur la Valhalla. C'est intéressant. Tout est intéressant, il faut être curieux dans la vie. Hein. Pour cette raison que j'invite tous les gens qui m'écoutent, j'invite à ce que nos enfants s'intéressent à l'histoire et à la géographie. Aux mathématiques, bien sûr, à la chimie, à la physique, c'est important, très important. Mais l'histoire va les mettre en osmose avec le temps, et la géographie avec l'espace. L'espace et le temps sont les deux phénomènes les plus importants de notre civilisation humaine. Petite civilisation humaine, minuscule, inexistante, invisible dans notre galaxie, une galaxie de 110 000 années-lumière. Vous vous rendez compte, la lumière, mais à 300 000 km/s, mais 110 000 ans à traverser notre galaxie. Et notre galaxie est invisible lorsque l'on regarde à une distance de 30, 40, 50 années-lumière d'elle. Donc vous vous rendez compte, notre système solaire qui est invisible, qui n'est rien, et notre Terre qui est encore moins rien dans ce système solaire. C'est donc la Terre, le Soleil, le système solaire, la galaxie. La galaxie n'est rien. Notre système solaire donc n'est rien non plus. Et notre Terre, qu'est-elle? Et nous, que sommes-nous individuellement? Ben rien. C'est cette raison que nous devons mettre un petit peu à pied à terre et regarder vers l'absolu. C'est pour cette raison que je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, énormément à la spiritualité, car c'est celle qui nous permet de faire un pas en avant et d'aller vers des situations importantes pour notre vie, pour notre intelligibilité, notre spiritualité. Enfin bon, c'est autre chose. Tout brûle à travers le Kurfürst Stammdan. Je m'excuse je ne parle pas allemand, hein, donc pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent bien l'allemand, je m'excuse, les Champs-Élysées de Berlin, jusqu'au lac de Tiergarten, dont les cygnes ont depuis longtemps été dévorés. Il y avait des cygnes sur le lac de Tiergarten. Le lac de Tiergarten a plusieurs lacs, hein, en plein Berlin. Ils ont été dévorés par les pauvres Berlinois affamés, bien sûr. Aux ambassades détruites, aux façades béantes des palais officiels, aux gares anéanties, aux faubourgs ravagés, dans un lent et inexorable crépuscule des dieux. Les tirs roulants de l'artillerie soviétique se poursuivent sans relâche d'un bout à l'autre de la ville, alors que le mercredi 25 avril, les 1486 bombardiers de la 16e armée aérienne russe font leur apparition au-dessus des ruines. Au cours de cette même journée, à 90 km de Berlin, sur le bord de l'Elbe, 4 soldats de la 5e armée de la garde, appartenant au premier front ukrainien, se trouvent face à face avec un lieutenant de la 69e division américaine nommé W.D. Robinson. Le Reich de Hitler est coupé en deux. Oui, parce que les Soviétiques ont fait la jonction avec les Américains. Les forces allemandes devront affronter l'assaut de l'armée rouge. Devant affronter l'assaut de l'armée rouge, ont été raisonnablement estimés à un ensemble hétéroclite d'environ 200 000 hommes, de 2000 canons et mortiers et de 250 chars. Adolf Hitler, de son bunker, isolé du reste du monde, compte sur l'arrivée, d'heure en heure, des restes de la 12e armée du général Wenck. Vous vous rappelez, Walter Wenck, au sud. Et combattant au nord, de 20 000 hommes armés de fusils et de grenades à main, sous le commandement de l'Obergruppenführer SS Steiner. C'est un grand général, très brutal, général SS, très brutal, mais avec Dietrich, ils ont été vraiment les deux plus grands fers de lance, et Guderian aussi, Guderian, voilà, c'est la classe. Hein. Mais bon,
Dietrich et Sepp Steiner ont été véritablement deux grands généraux de la SS. En ces heures cruciales, la question insalablement posée par Hitler devient un leitmotiv misérable et désespéré. Où est Wenck? Que fait Steiner? Mais aucun des deux ne percera. Ils n'ont pas pu percer les lignes soviétiques pour entrer à Berlin. S'ils étaient arrivés à Berlin, bon, ça n'aurait pas fait grand-chose. Ils étaient peu nombreux. 20 000, c'est rien, devant des 100 000, centaines de mille soviétiques. Les armées soviétiques encerclent complètement Berlin. Zhukov arrive par Spandau et Gutov et Koniev surgit au sud. En vérité, les Russes font irruption de toutes parts de la capitale. Les chars T-34 de Zhukov et de Koniev, suivis par l'infanterie, déferlent à travers Berlin, alors qu'Hitler avait prophétisé « Berlin deviendra un immense cimetière pour les chars russes ». Procédant par quartiers entiers, détruits et délaissés par les soviétiques, les soldats de Zhukov et de Koniev les dévorent pour les écraser ensuite systématiquement. Ukrainiens, Mongols, Cosaques, Tartares, Tatars, Biélorusses, certains à cheval, d'autres à pied ou en auto, fraient leur route à travers les ruines. À l'intérieur des maisons, au fond des caves et des abris, sous la menace de leurs armes, les hommes allemands sortent des ruines. Et les Russes demeurent seuls avec les femmes. Les soldats abusent d'elles, à tour de rôle. Les mères après les filles. Des gamines, à peine pubères, aussi bien que des vieilles et des infirmes. À Charlottesbourg, une jeune fille de 17 ans est violée par tout un détachement entier de soldats ivres. Dans un immeuble voisin, cette femme agonise toute la nuit, qui ont été violées bien sûr. Parfois, les Allemands se voient contraints d'assister au viol de leurs femmes ou de leurs filles. Beaucoup se suicident. Au cours des 3 semaines qui suivent, une vague ininterrompue de suicides submerge la capitale vaincue. Ah oui, il y a de quoi. Hein. Dans le désespoir, quand on voit sa fille être violée ou sa femme être violée par des inconnus ivres et ne pensant qu'à leur plaisir, on est dégoûté, on a envie de se foutre une balle dans la tête. Dans le désespoir, les meurtres, les viols, le pillage et les combats sanglants se poursuivent à travers l'immense ville tentaculaire de 850 km². C'est une ville immense, hein, avec beaucoup de parcs, etc. C'est énorme, c'est une ville énorme. 850 km², c'est énorme, hein, c'est énorme. La bataille approche désormais de sa fin. Le samedi 28 avril, la 3e armée de choc du premier front de Biélorussie s'attaque à la dernière citadelle, la zone du Reichstag. Le général Helmut Weidling, dernier défenseur de la ville, reçoit d'Hitler l'ordre réitéré d'avoir à combattre jusqu'au dernier homme. Tu combattras jusqu'au dernier homme. Et vous défendrez la ville, défendrez le Reichstag, défendrez le Führer. Les obus russes s'écrasent à présent sur le bunker de Führer. D'un formidable empire déchu, d'un désastre sans mesure, comme son exemple d'une guerre irrémédiablement perdue, ne subsiste plus qu'une seule et dernière chose qui est maintenant et simplement la mort. Autour d'Adolf Hitler, le vide s'est fait, hormis Goebbels et Bormann. Bormann et Goebbels sont restés. Goebbels, le fanatique, hein. Le chef de la propagande, le fanatique, marié à une très très belle femme, qui était très amoureuse de Hitler. Mais bon, Hitler a eu des problèmes sexuels graves, importants, très importants. Et d'ailleurs, il était syphilitique, semble-t-il, doté d'un seul testicule. Il avait des rapports très très
pas très fréquent avec Eva Braun, qui deviendra sa femme, dernier jour. Mais c'est un homme un peu bizarre qui était véritablement axé uniquement sur la guerre. Il ne pensait qu'à cela. Voilà. Donc, hormis Goebbels et Bormann, tous les hauts dignitaires du Grand Reich nazi sont dispersés. On a appelé cette période la fuite des faisans gras. Coupable présumé de haute trahison, Göring a été déchu de toutes ses fonctions. Lui était le deuxième personnage du Reich. Himmler, chef de la SS, de son côté, coupable effectif de défection, tente de négocier avec les Occidentaux. Alors lui, il avait le beau rôle, lui. Lui, chef de la SS, qui avait 6 millions de morts de juifs sur sa conscience, il était encore, il pensait encore, lui, négocier et devenir, pourquoi pas, le chef, le directeur, le Führer de l'Allemagne, pourquoi pas du 4e Reich. C'est pas. Mais bon, il se suicidera un peu plus tard. Alors, seule une femme, envers et contre tout, est restée fidèle au Führer, c'est vrai, vaincue et reçoit sa récompense dans la nuit du 28 au 29 avril. Un fonctionnaire hébété des services d'État, services d'État civil, a été recherché par la SS, bien sûr, en voiture blindée sur une barricade, pour unir Hitler et sa maîtresse. Sous les décombres d'une capitale en feu, Eva Braun devient, à 33 ans, Eva Hitler. C'est vraiment la fin. Dans un périmètre du Reichstag défendu par une garnison évaluée à 5000 hommes, des SS et des d'unités diverses, les combats vont eux-mêmes vers leur terme. 2 événements se déroulent en quelque sorte simultanément à 500 mètres l'un de l'autre, en ce milieu d'après-midi du lundi 13 avril, entre 15h22 et 15h37, c'est-à-dire 8 et 7. 15 minutes, à peu près 15 minutes, c'est un laps de temps. Adolf Hitler se donne la mort en absorbant le contenu d'une capsule de cyanure, après quoi il reçoit, de toute vraisemblance, de Goebbels ou de Bormann, le coup de grâce tiré par un revolver Walter 705. Eva s'étant également suicidée. 3 heures après la mort de Hitler, le drapeau rouge, hissé par les sergents Jagorov et Kontaridja, flotte sur les ruines du Reichstag. Qui sait d'où ils viennent? C'est Jagorov et Kontaridja. Ils viennent peut-être du fin fond de la Sibérie. Ce sont peut-être des Mongols. Qui sait d'où ils viennent? Dans le jardin de la chancellerie du Reich, à l'endroit où ont été déposés les corps d'Adolf Hitler et de Eva Braun, arrosés d'essence, sur lesquels le chauffeur SS Erich Kempka a jeté un torchon enflammé et le seul brasier que les hommes ne cherchent pas à éteindre. Ils sont le brasier de Hitler et de sa femme, qui sont très brûlés. D'ailleurs, on ne retrouvera rien. Oui. La reddition de Berlin, leur édition tente de marche. Oui. Tout au long des heures suivantes, le haut commandement allemand tente de marchander la reddition de Berlin avec les Russes. L'échec de ces pourparlers est total. La bataille se poursuit. À 18h30 le 1er mai, l'artillerie soviétique se déchaîne, déversant un déluge de feu, de fer et de feu sur le centre de la capitale, tandis que 4 armées du premier front de Biélorussie convergent dans cette direction et s'élancent pour le dernier assaut. C'est à cette heure-là que, dans le périmètre assiégé, 2 des survivants du bunker prennent leur décision. Joseph Goebbels se tue avec sa femme, en entraînant de la mort leurs 6 enfants. Ça a été quand même quelque chose. Mais bon, si les 6 enfants de Goebbels avaient été pris par les Russes, ça aurait été un carnage aussi. Parce qu'ils n'auraient pas été tendres, les Russes n'auraient pas été tendres avec ces pauvres enfants. Voilà.
Donc, Martin Bormann, lui, de son côté, a choisi la fuite. On l'a jamais retrouvé. On ne sait pas où il a disparu. Certainement en Amérique du Sud. Et sous le ciel en fer, et sous le ciel en feu, pardon, une nouvelle fois, l'obscurité revient. Peu après, euh, euh, peu après, euh, le mercredi 2 mai 1945, un poste radio de la 119e division soviétique capte un message de l'état-major du général Helmut Weidling, seul et dernier chef de la Wehrmacht à Berlin, demandant un cessez-le-feu général. Quelques heures plus tard, dans son QG de Tempelhof, le général Vassili Ivanovitch Tchouikov, présentement chef de la 8e armée de la garde, après avoir été le défenseur de Stalingrad, Tchouikov, il s'est trouvé sur les berges ouest de la Volga. Hein. Il défendait Stalingrad, il a défendu jusqu'au bout. Hein. Et on ne pouvait pas reculer, parce que derrière, il y avait la Volga, quand même immense, un kilomètre et demi. Hein. Ce n'est pas les petits fleuves que nous rencontrons en Union soviétique, ce n'est pas les petits fleuves, enfin en Russie. Ce n'est pas les petits fleuves que l'on rencontre ici en France, la Seine ou la Loire, qui sont ils ont une petite courte distance de 100 mètres ou 200 mètres. Là-bas, c'est des kilomètres, des kilomètres. Vous voyez le Dniepr, par exemple, hein, comme il est immense, il est très long et surtout très, très large, très large. Donc les Ukrainiens, s'ils veulent vaincre les Russes, ils ont affaire à un débarquement aussi équivalent que celui du D-Day, hein, équivalent hors norme. Hein. Ils ont plusieurs kilomètres à traverser. Donc c'est pas une mince affaire. Alors Tchouikov là se trouve en face d'un général allemand épuisé, mais qui n'a pas l'air d'un vaincu. C'est bien sûr Helmut Weidling. Il est 6h du matin. 6h du matin. La bataille de Berlin est officiellement terminée. Elle a duré exactement 16 jours. La plus courte, la plus fatale, et la dernière de toutes celles qui ont, dans l'heure d'une gigantesque danse macabre, selon l'expression d'Hans Bernd Givésius, conduit l'Allemagne jusqu'à une fin amère. Voilà, j'ai terminé cette dernière conférence. Ça a été un petit peu long tout cela, mais bon, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ose espérer que vous vous abonnerez, car les abonnements me feront le plus grand plaisir et ils seront la récompense que j'attends depuis longtemps de vous, la récompense que j'attends depuis longtemps, c'est-à-dire le nombre d'abonnements, que le nombre d'abonnements croît. Et je serai heureux de vous raconter encore bien d'autres histoires encore. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Merci à tous et bonnes vacances et à bientôt.